Super, salut Arthur. Hello. Euh, Dis donc, est-ce que... Alors déjà, merci d'être là parce que je pense que tu es un mec hyper occupé et tu as pris le temps d'être là, donc ça c'est super gentil. Ben non, mais merci à toi. On choisit le temps qu'on met à un endroit ou à un autre, toujours. Ouais, mais c'est pas toujours évident, donc vraiment merci pour cette participation au projet. Est-ce que tu peux te présenter succinctement qui tu es, quel métier tu fais, depuis combien de temps Ouais. déjà, pour commencer, s'il te plaît? Ok, bah, succinctement, je m'appelle Arthur, je suis un humain plutôt optimiste, sportif et entrepreneur, ce qui a priori est mon métier depuis 9 ans maintenant, donc tu vois, ça commence à faire. Et je suis plutôt entrepreneur dans tout ce qui est digital, communauté, marketing, médias à l'origine. Mais maintenant, je fais partie des 6 cofondateurs de Time for the Planet, donc je mets tout ça au service de l'urgence climatique. Et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus en détail par la suite. J'y compte bien, j'y compte bien. Et du coup, ça te fait quel âge, Arthur, si c'est pas indiscret? J'ai 27 ans, voilà, ce n'est pas indiscret du tout. Ok. Ah, il y a des gens aussi un petit peu. Mais en général, à partir de 30 ans. Si on devait résumer, on va commencer par ça. Résumer ton... Alors, peut-être pas ton métier d'entrepreneur, Mhm. mais Save for the Planet. Enfin, non, c'est pas ça. Time for the Planet? Time for the Planet, oui, c'est mieux. Mais enfin, Save the Planet, ça marche avec, je pense. Euh, Exactement. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quel est ton rôle? Qu'est-ce qui occupe tes journées? Ouais, j'aime bien dire que c'est un plan d'urgence citoyen pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. En fait, pour la petite note de contexte, nous, on est 6, on a tous monté des boîtes dans différents secteurs depuis en gros une dizaine d'années. Et on n'est pas des super-héros du climat à l'origine, on n'est même pas des entrepreneurs dans le domaine du climat, comme tu l'as compris. Mais on a pris conscience, comme un peu plein de gens, de l'ampleur de ce qui était en train de se passer, assez tardivement en fait, hein, donc il y a quelques années seulement. Et c'était en consultant les rapports du GIEC, en ayant les conférences que tout le monde peut voir maintenant sur YouTube. Et on s'est dit, oula, ouais, on nage un peu à contre-courant. Ça serait cool qu'on arrive à agir et à avoir de l'impact. Et donc, on a essayé d'agir d'abord en tant que simple citoyen. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que tu vois vite que une fois que tu as acheté une trottinette et que tu as fait pipi sous la douche, tu te regardes un peu tous dans le blanc des yeux en attendant un miracle. Et nous, en fait, on a eu cette conviction qu'il nous fallait un outil absolument. Et pour nous, le meilleur des outils pour transformer nos modes de vie à très grande échelle, c'est l'entreprise en fait. Parce que par définition, c'est ce que ça fait. Et on pense qu'il est possible de reparamétrer, de repenser l'entreprise pour la mettre au service de l'urgence climatique et pour en faire un outil dont chacun peut s'emparer pour lutter à son échelle contre le dérèglement climatique et en ayant énormément d'impact. Et donc, on a essayé de construire cette chose qui en fait est très simple. Time for the Planet, c'est juste une entreprise qui crée des entreprises et toutes ces entreprises, on les co-crée avec des innovateurs qui portent une innovation à impact contre les gaz à effet de serre, qui peut changer la donne au niveau mondial. Donc, on va vraiment chercher des innovations avec un gros potentiel et des entrepreneurs parce que on s'est aperçu qu'il fallait des entrepreneurs aguerris pour trouver des modèles économiques viables à ces innovations, pour qu'elles soient solides, qu'elles puissent se déployer à grande échelle et qu'on puisse créer des vraies entreprises à partir de ces innovations. Donc, c'est tout ce qu'on fait. En fait, on rassemble des innovateurs et des entrepreneurs en co-créant des boîtes avec eux et en faisant en sorte que ces boîtes, elles aient le plus d'impact possible et qu'elles passent à l'échelle mondiale. Et après, pour ça, on a quelques petites subtilités. On est une entreprise commerciale à but non lucratif. On met toutes nos boîtes en open source et on utilise le fait d'être un mouvement dans lequel tout le monde peut être ambassadeur. Bon, après, on peut rentrer ou pas dans les détails. Tu me diras si ça t'intéresse ou pas. Alors, ouais, moi, ça m'intéressera. Je pense que ça intéressera d'autres personnes. Euh, j'ai vu que vous aviez une petite vidéo qui est vachement sympa, Ouais, qui est assez simple et claire aussi. Je te propose que cette vidéo soit postée avec celle-ci. Voilà, qu'on carrément. discute ensemble, tu vois, qu'on mette le lien. Ouais. Et que les gens qui vraiment ont envie d'en savoir plus, etc., aillent après faire leurs propres recherches ou éventuellement te contactent si c'est des entrepreneurs innovants prêts à faire plein de trucs, tu vois. Ouais. Bah, pas de souci, carrément, mais la vidéo, bien sûr. Bon, on fera ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, qu'est-ce que t'aimes dans ce métier aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime? Bah, je me sens utile. Je pense que c'est le propre de tous les humains, c'est qu'à un moment, on n'est pas des êtres
bizarre, qui cherche uniquement à gagner de l'argent, toujours plus d'argent. Je pense qu'on aime faire plaisir aux autres, on aime sentir qu'on a un rôle et qu'on participe au bien commun, qu'on participe à faire quelque chose de sympa. Je crois qu'on est tous en quête de ça aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup de gens. Et c'est difficile de trouver un métier, entre guillemets, un métier dans lequel on peut avoir vraiment cette sensation tous les jours quand on se lève de faire quelque chose d'utile. Et vraiment, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ce que je fais. Puis après, j'adore le côté humain. On crée des communautés. J'ai toujours créé des communautés dans ce que je faisais avant et j'adore ça. Des communautés avec un peu un contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent, le dérèglement climatique, c'est un sujet qui fait déprimer, où on cherche des coupables, où tout le monde se tire dessus. Nous, on est plus dans une logique de on va faire un gros apéro géant pour lutter contre le dérèglement climatique avec plein de gens. Et en fait, il faut qu'on en fasse un truc désirable, un truc fun, qu'on mise sur l'humour, qu'on mise sur la sympathie, l'aspect communautaire pour que les gens se disent putain, ça a l'air cool, j'ai envie de rejoindre ce truc. Et moi, ça me plaît énormément de faire ça. Je trouve ça excitant. Tu vois, en ce moment, on fait une vidéo avec plein de sportifs olympiques, enfin, même pas que olympiques. Il y a Tsonga, il y a Chabal, et je leur fais faire des conneries. Je vais avec eux les filmer pour faire des trucs drôles et décalés. Et en fait, tout le monde apprécie le côté un peu drôle, un peu fun, mais en même temps de faire quelque chose de très sérieux et d'être dans l'action derrière en ayant de l'impact. Et ça, je crois que c'est la dimension la plus plaisante que je trouve dans Time for the Planet. Ok, ok. Ouais, bah oui, j'imagine. En plus, c'est un regard nouveau, étonnant, hein, étonnant d'ailleurs que ce soit nouveau, parce que l'humour, ça a toujours fait passer plein de choses. Ouais. Euh, mais ouais, sur cette urgence-là, c'est vrai que ça doit être vraiment, vraiment bien. Et j'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Et est-ce que du coup, il y a des côtés que tu aimes moins? Euh, Franchement, enfin, c'est difficile de te répondre. J'ai toujours fait des trucs que vraiment j'aimais. Après, il y a toujours des petits moments, des petits passages. Tu vois, bah, typiquement, on est bénévole, donc je suis obligé de faire du consulting à côté pour gagner ma vie, donc le soir et le week-end. Euh, des fois, j'adore le consulting parce que ça me donne d'autres idées, ça m'ouvre un peu l'esprit. Et des fois, je suis cramé et j'aimerais juste me concentrer sur Time. Donc, ça peut m'arriver d'être un peu plus, un peu moins emballé quand je me lance sur un consulting. Après, je trouve toujours une manière d'en faire un truc fun qui me plaise et qui me permette d'être bien dans ce que je fais. Sinon, je l'arrête au bout d'un moment. Ouais. Donc, disons que c'est un peu ce que j'aime moins, c'est un peu cet aspect. Ben, je suis obligé de garder, de trouver des sources de revenus. J'aimerais pouvoir m'en foutre, tu vois, être milliardaire et pas me poser cette question. Mais si j'étais milliardaire, il n'y aurait pas de Time for the Planet parce que j'aurais déjà mis 1 milliard dedans. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Ok, ok, c'est clair. Du coup, ça te fait des journées de combien, ça, à peu près? Combien d'heures? Bah, enfin, si on compte en travail pur, je sais pas, 10-11 heures, je pense quand même en moyenne, mais pas non plus en mode Elon Musk, tu vois, parce que je le fais juste pour le plaisir avant tout. Et je commence souvent à 8h30 et je finis souvent à 18h30, sachant que je mange souvent en travaillant. Par contre, le soir à 18h30, je me barre tout de suite dehors dans la nature, je vais faire du sport et je dois me créer un souvenir par jour. J'ai cette obligation. Si je ne me crée pas un souvenir tous les jours, ça ne va pas. J'ai un petit rappel Google Agenda tous les matins avant de me lever qui me dit comment est-ce que tu vas vraiment profiter de cette journée. Et tu vois, j'avais remarqué à un moment quand tu es trop le nez dans le guidon, même si tu fais des trucs fantastiques, tu te couches le soir et tu te dis putain, qu'est-ce que je retiens de cette journée? Tu n'en as pas la moindre idée. Qu'est-ce que je retiens de cette semaine? Qu'est-ce que je retiens de ce mois? Et puis de cette année? Et puis là, tu te dis non, mais les mecs, en fait, c'est juste pas jouable. Et du coup, je me suis imposé de créer des souvenirs parce qu'on vit pour ça aussi. Et ça ne demande pas grand-chose de créer des beaux souvenirs et de se rappeler de sa semaine. Une balade dans la forêt, visiter un ami. Bon, en temps de Covid, c'est plus dur, mais ça se fait. Tu vois, juste, c'est tout con en fait. Puis après, je me fais toujours une petite session de culture générale le soir où je regarde un reportage, un machin, et voilà. Voilà ma vie. Elle a l'air plutôt sympatoche. Elle est bien équilibrée pour l'instant et franchement, je vais essayer de garder cet équilibre. Je me suis souvent perdu quand je faisais des boîtes avant. Tu travailles comme un esclave et en fait, ça n'a pas de sens. Se battre pour avoir une jolie vie et du coup louper cette jolie vie parce qu'on se bat pour ça, c'est complètement débile. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre entre le présent, le futur et le passé et c'est tout un job. Bah, c'est génial. J'espère qu'il y en a beaucoup qui prendront exemple là-dessus, en tout cas qui auront envie de s'essayer à ça. Alors, tu en as déjà parlé, mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Et à ton avis, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres ou au monde? Parce que toi, tu vas plus loin. Je pense que tout le monde peut apporter quelque chose au monde et tout le monde a quelque chose à apporter au monde. Euh, Tu vois, j'ai un truc d'Einstein que j'adore, enfin une phrase d'Einstein qui dit si vous jugez les poissons à la manière dont ils grimpent aux arbres,
forcément, vous allez les trouver débiles. Et en fait, je pense qu'on a tous un truc incroyable à apporter au monde. Et le plus difficile, c'est de le trouver. Ce qui est normalement le rôle de l'école à la base. Mais bon, c'est peut-être un peu galvaudé maintenant par la manière dont on fait les programmes. Mais là, c'est un vaste débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'adore un passage de Cyril Dion qui discute avec Pierre Rabhi dans une vidéo. Je vous invite trop à la regarder. Parce qu'à un moment, il dit ne tombez pas dans ce truc, ne devenez pas esclave de ce truc où il faut faire de l'argent et on est bloqué et on oublie de se concentrer sur ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on doit apporter au monde. Trouvez ce truc que vous devez apporter au monde, accrochez-vous-y et ça va fonctionner. Et en fait, moi, ce que j'aime apporter au monde, je pense, c'est justement cet espoir, entre guillemets, ou cette dynamique optimiste, parce que ça me caractérise vraiment. Et j'ai envie de l'amener dans des sujets qui sont divers et variés. Je l'ai toujours amené avant, dans le passé. Là, je trouve qu'on est sur un sujet qui est vraiment un sujet énorme et c'est peut-être aussi pour ça que Time prend de l'ampleur et il y a plein de trucs à en faire. Enfin, tu vois, moi, ça m'excite en fait la période dans laquelle on est parce que pour une fois, on a réellement la possibilité d'inventer des nouvelles choses parce qu'en fait, c'est tellement gros qu'on ne pourra pas l'éviter. Et il n'y a aucune force dans le système qui est assez grosse pour lutter en face de ça. Donc, c'est sûr que ça va se transformer. Il n'y a aucune chance que quelqu'un arrive à empêcher ça. Et je trouve ça dingue. Je trouve que c'est le truc le plus excitant de cette ère. Après, il va falloir qu'on soit bon en face et qu'on en fasse quelque chose de cool. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité. Et c'est ce truc-là, moi, qui me plaît le plus. Et c'est là-dedans que je me reconnais. J'ai toujours eu dans mon ADN cette volonté de faire des trucs et d'essayer de transformer, d'améliorer, parce que je sais pas, ça me plaît. Tu vois, je suis un bidouilleur. Et là, il y a une opportunité de bidouiller à grande échelle. Et bah, je trouve ça plutôt excitant. D'autant plus qu'on peut le faire avec plein de gens. Je sais pas Ouais. trop si j'ai répondu à ta question, je suis parti loin, mais bon, Ouais, écoute. ouais, ouais, non, mais c'était parfait. Et donc, du coup, toi, ça t'apporte quoi? Bah, moi, ça m'apporte déjà de l'énergie. Parce que tu vois, quand tu fais une boîte et que ça marche pas forcément, ce qui est un truc que j'ai connu et tout entrepreneur le connaît, euh, j'ai souvent répété ça. Tu as l'impression d'être en train d'essayer de construire un building dans un marécage. Et en fait, il faut trouver le terrain constructible qui va avec ton ADN, qui fait que tu es la bonne personne. Et quand tu l'as trouvé, vraiment, c'est facile de faire des trucs dans lesquels tu te sens bien et ça t'apporte cette espèce de bien-être au quotidien, de faire quelque chose qui est utile, qui fonctionne, parce que tu tires beaucoup de plaisir à trouver des choses qui fonctionnent. Enfin, tu vois, à sentir que tu fais quelque chose qui marche, que les gens sont en phase avec toi, ou en tout cas qu'il y a une partie des gens qui sont en phase avec ce que tu fais. Et ce que ça m'apporte avant tout, c'est un enrichissement quotidien, parce que je suis inspiré par mes associés, je suis inspiré par tous les gens qui nous rejoignent. Et comme on a construit ça dans ce sens-là, tu vois, Time, c'est vraiment un mouvement parce qu'on veut lever 1 milliard d'euros, on veut créer 100 entreprises et on n'y arrivera pas tout seul avec nos petits bras. On a besoin que des gens incroyables, en fait, viennent nous aider. Et notre conviction, c'est que ces gens incroyables, ils vont venir parce qu'on adresse la problématique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et juste avant notre appel, j'étais avec un mec qui était le directeur marketing monde de Bose et qui va nous aider sur le marketing comme ça parce qu'il trouve ça cool, quoi. En fait, il dit bah, attendez, vous pouvez aller plus loin, on peut faire des trucs cool. Ben, moi, c'est ouf, tu vois. Enfin, ce mec-là, il me dit merci de m'accorder du temps. Mais mec, merci à toi de m'aider. Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai des appels comme ça tous les jours. Bah, je te dis, tu vois, demain, je vais avec Joe Wilfried Tsonga sur un terrain de tennis. Enfin, genre, ben, juste merci, quoi. Enfin, tu vois, donc moi, la liste de trucs que ça m'apporte, elle est dingue. Mais si je dois résumer, c'est surtout d'être avec des gens inspirants et enrichissants toutes les heures, en fait. C'est même pas tous les jours, c'est toutes les heures. Donc, ben, je suis plutôt content, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, alors la question, elle sort un petit peu du cadre, mais c'est pas grave. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression que quand finalement tu as trouvé, on va dire, ta place, Mhm. comme tu disais, tu as trouvé l'endroit, le terrain constructible pour ton ADN, voilà, tu te sens bien. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que c'est facile? Enfin, c'est Bien sûr. facile. C'est pas que c'est facile, mais que finalement, bah, comme tu te sens bien là où tu es, que tu fais les choses qui te plaisent, bah, c'est pas compliqué de décrocher ton téléphone pour appeler Pierre-Paul Jacques, même s'il est connu. C'est pas difficile de contacter des gens, de leur demander des choses, de leur expliquer ton truc. Et puis les gens, bah, bien souvent, ils te répondent: «Ah ouais, génial, c'est cool». Bah, en fait, c'est extrêmement vrai ce que tu dis et c'est extrêmement important et on met un temps fou à s'en rendre compte, je pense. Et plein de gens peut-être ne s'en rendront jamais compte dans leur vie et je trouve ça horriblement triste. On devrait absolument trouver ce truc qu'on aime justement parce qu'une fois que c'est le cas, bah oui, il y a plein de difficultés. Rien n'est facile, c'est extrêmement dur ce qu'on fait. Enfin, je ne vais pas te mentir, c'est hyper difficile. On essaie de faire investir des gens sans aucun retour sur investissement. Enfin, tu vois, il y a plein de freins qui sont hyper. Que les gens nous disent, mais c'est impossible. Normalement, tu vois, à la base, on l'a eu 100 fois ce truc. Et en fait, c'est pas des frictions qui te pèsent.
Il n'y a pas la charge mentale que tu peux te taper quand tu es sur un truc où tu ne vois pas ce que tu fais. Quand il y a du sens dans ce que tu fais, euh, moi, je me pose toujours cette question, qu'est-ce que je ferais de mieux de ma journée? Et quand tu réponds, je ne sais pas, et ben en fait, peu importe les difficultés, tu as raison, c'est facile en fait. Il y a plein de freins et t'en chies. Il y a plein de moments où je me dis comment je vais faire ça, je ne sais pas. Et c'est dur quand même, mais le mot facile englobe le fait que ben, tu vas quand même y aller parce que ça t'excite en fait. Et tu vois, moi j'aime bien répéter, j'ai eu une chance de fou parce que en fait j'ai fait des études qui m'ont permis de trouver ce que j'aimais pendant mes vacances. J'avais beaucoup de vacances en fac de sport. J'avais 6 mois et demi de vacances par an, c'est absurde, tu vois. Et en fait, pendant mes vacances, ben, une fois que tu as fait tes 2 heures de sport par jour, je me faisais chier. Et j'ai commencé à faire des projets. Et c'est ces projets, donc les trucs qui occupaient mes vacances, qui sont devenus mon métier. Tu sais, quand j'y réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux comme métier, quoi. Tu sais, genre, c'est impossible. Et en Ouais. fait, Time, c'est un peu la même chose. Moi, je voulais être dans la cage au lion, je voulais être avec des gens incroyables, des gens qui avaient une énergie folle, qui voulaient faire des trucs dingues. Je voulais des gens qui tous les jours me permettent de m'élever, parce que c'est beaucoup ma philosophie, et j'ai envie d'être confronté à des gens qui me sortent de ma zone de confort parce qu'ils sont meilleurs que moi. Et ben avec Time, c'est ça tout le temps. Et ça, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir et qui me fait le plus de bien. Et quand tu es dans cette situation, ça peut paraître de l'extérieur difficile parce que tu es toujours en dehors de ta zone de confort, justement, et tu te prends des tartes tout le temps. Monter un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros, ben, moi, j'avais fait des petites startups, j'ai vendu des petites startups, mais je suis tout mignon, tu vois. Et en fait, c'est complètement un autre challenge. Mais en fait, c'est là-dedans que tu t'épanouis parce que je pense que l'humain a besoin d'avoir ce sentiment de s'élever, de gravir un truc, d'avoir des objectifs. Et c'est là-dedans qu'on est heureux. Et en tout cas, moi, ça marche très bien avec moi. Ok, ok, ok. Ah, c'est génial. Euh, Qu'est-ce que le petit Arthur voulait faire quand il était petit petit? Est-ce qu'il voulait être ninja, prince charmant, médecin, agronome, j'en sais rien. Agronome, non. En tout cas, je ne connaissais pas ce mot, le petit Arthur. C'est une super question. Je sais même pas, j'ai jamais réussi vraiment. Je sais que je voulais être paysagiste à un moment, voilà, pour tout te dire, parce que j'adorais faire des mares. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'eau, par la nature. Je viens d'un tout petit village de 200 habitants. J'ai creusé des mares chez moi à plusieurs reprises. Tu vois, genre, mes parents rentraient du job et moi, j'avais creusé une mare. Donc, les mecs, ils subissaient. Mais en tout cas, j'adorais ça parce que je passais des heures à observer les libellules, tu vois, les nénuphars. Enfin, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça tellement reposant. La nature, l'eau, les jolis paysages. Et du coup, j'avais envie d'en faire partie. En fait, j'ai compris en grandissant que paysagiste aujourd'hui, ça veut dire tailler des haies de manière géométrique. Et ça m'a vraiment, vraiment moins chauffé. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Les humains, je nous trouve névrosés, tu vois, si je fais une parenthèse, mais j'ai jamais compris cette névrose qu'on a à toujours vouloir tout rendre géométrique. La nature, elle est comme elle est vachement belle, elle se débrouille très bien sans nous, mais non, nous, non, ça va pas. Il faut qu'elle soit, tu vois, géométrique. Il faut qu'elle ait la gueule d'une voiture, quoi. Enfin, il faut qu'on aille tailler l'herbe. J'ai vu l'autre jour que la biodiversité, il y a 85% de la biodiversité qui meurt quand tu tailles, quand tu tonds ton pré. Et j'ai toujours pas compris pourquoi on tond notre pré. Tu vois, je veux bien qu'on fasse des petits chemins pour aller à droite, à gauche, machin, mais est-ce qu'on a tant besoin de. Enfin, et pareil pour les haies, les machins, est-ce qu'on a toujours besoin d'aller les triturer, leur donner une forme? La nature, elle se démerde sans nous, quoi. Donc, moi, j'ai toujours apprécié ce côté organique de la nature et j'ai toujours été fasciné par ça. Et en fait, paysagiste, c'est essayer de faire rentrer dans un moule un truc qui n'est pas censé rentrer dans ce moule. Et comme disait Coluche, quand tu veux trop faire rentrer, quand tu veux trop rentrer dans le moule, tu as beaucoup de chances de ressembler à une tarte. De Bon, bref, finir en carte, ouais. j'ai pas eu envie d'être paysagiste et j'ai un peu dévié. Et en fait, je me suis laissé porter par la vie en me disant, tiens, moi j'aime bien le sport parce que je trouve que c'était quelque chose qui me procurait du plaisir et surtout ben, le sport outdoor où j'étais avec la nature justement. J'avais beaucoup de moments de méditation sans m'en rendre compte en fait, notamment le ski de fond. Tu sais, je viens d'un endroit où il y a beaucoup de ski de fond et quand tu skis tout seul au milieu de Narnia et qu'il n'y a pas de bruit et que tu es avec tes pensées, putain, c'est un bonheur absolu. Et du coup, je me suis orienté vers une fac de sport parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais fait un bac S que j'ai obtenu avec mention. Enfin, tu vois, j'aurais pu aller dans d'autres trucs. Mais en fait, comme je ne savais pas, j'ai mis un vœu, fac de sport. Tout le monde m'a pris pour un con. Et en fait, en fac de sport, j'ai rencontré mes meilleurs potes, j'ai passé des moments incroyables, j'ai été heureux et en plus, ben, ça m'a permis de lancer mes boîtes. Donc, je pense que c'était le meilleur choix de ma vie. Et j'ai juste écouté le seul truc que j'avais identifié comme étant quelque chose de plaisant pour moi. Et j'ai réussi à me défaire de plein de schémas. Tu vois, je me suis pas dit où est-ce que je vais gagner plus d'argent, machin. Et ça, c'est une chance de fou. Et je sais que j'ai eu cette chance parce que j'ai grandi dans un environnement où ça m'apportait peu d'avoir plus d'argent. Tu vois, parce que je sentais que mon bonheur, il était facilement accessible en étant dans la nature, en faisant du sport avec des amis.
Et je me suis toujours demandé ça quand je vais en haut d'une montagne. Ça m'arrive de rester 5 heures, 6 heures en haut d'une montagne tout seul à regarder la vue. Et je me demande toujours, qu'est-ce que je ferais de plus si j'étais millionnaire? Mais cette question, j'invite beaucoup de gens, enfin, en tout cas, quand on a trouvé un truc comme ça qui nous plaît, à se poser cette question quand on y est, quand on est dans ce truc qui nous plaît. C'est dur de trouver des réponses, hein, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, tu vois, je vais acheter des meilleurs baskets de course à pied. Bon, bah, ok. Ouais, ouais, ouais. À part, comme tu disais tout à l'heure, investir dans quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, Voilà, mais sinon, effectivement, pour vivre, et c'est très intéressant, je trouve, cette façon d'appréhender la nature. Oui, c'est vrai, je m'étais jamais rendu compte qu'on voulait toujours faire des carrés. mais bien. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, en même temps, chez moi, en général, c'est plutôt les mauvaises herbes qui ont tendance à prendre, donc c'est cool. Voilà, il y a toujours un truc à regarder ou deux. Mais bon, je veux dire, tu sais, on est un peu névrosé, quoi. On laisse pas l'équilibre de la nature se faire. Et puis maintenant, on fait de la permaculture. Et waouh, on a l'impression de réinventer le feu. Mais les mecs, on a juste laissé la nature, quoi. Enfin, Ouais, on l'a vu l'année dernière, de toute façon, pendant le premier confinement, hein, ça a été un truc de fou. c'est clair. Et donc, alors toi, tu es parti en sport. J'essaie de reprendre le fil, hein, n'en Ouais, veux pas. carrément. Est-ce que avant cette décision-là, qu'est-ce que je vais faire après mon bac, il y a des gens qui te disaient autour de toi, que ce soit des potes, la famille, tiens, je te verrais bien faire ce métier-là. Ou oh, tu devrais faire ça. Et si c'est le cas, est-ce que ça t'a, alors apparemment influencé, non, mais est-ce que ça t'a mis des petits trucs dans la tête? Euh, je me rappelle d'un truc. Je pense qu'en fait, mon plus gros avantage dans la vie, c'est que j'ai une facilité à communiquer, tu vois, ou à créer des contenus qui permettent aux gens de comprendre ce qu'on fait ou de les utiliser. Enfin voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé des communautés, tu vois, ça part de quand même la base de la communication. Euh, et en fait, je me rappelle d'une prof quand j'étais au collège, on avait des exercices souvent de rédaction et j'avais écrit un truc qui s'appelait l'oiseau bleu. Voilà, c'était random. Mais je m'étais un peu lâché sur ce truc en mode, vas-y, j'écris un truc, une histoire comme je l'aime. Je sais plus de quoi ça parlait, mais en tout cas, elle avait été affichée pendant 5 ans dans la salle des profs, a priori, parce que j'avais eu des nouvelles après. Et ça m'avait vachement encouragé. Tu sais, c'est un peu cet effet Pygmalion où je m'étais dit, putain, ils ont reconnu quelque chose dans ce que j'ai fait. Et en fait, ça m'a donné de la confiance pour poursuivre. Donc après, j'ai écrit des livres pour m'entraîner chez moi. Et tu vois, je me rappelle qu'en fait, j'ai écrit des livres depuis que je suis tout petit. Genre, depuis que j'ai 8 ans, j'écris des livres, quoi. J'avais écrit Le Monstre de la forêt, j'avais 8 ans. Et le truc, il faisait 100 pages. Ça devait être une Waouh. saloperie de faute d'orthographe comme tu n'as jamais vu. Mais en tout cas, j'ai apprécié le fait de créer des choses comme ça, de créer des contenus. Et je m'en suis jamais trop rendu compte, mais je pense qu'en fait, c'était une ligne vachement directrice dans ma vie. Et je crois que c'est un truc qui m'a toujours porté, le fait qu'on me reconnaisse, entre guillemets, une capacité à faire ça plutôt bien. Après, on m'a jamais dit, mes potes m'ont jamais dit, waouh, tu devrais faire ce métier ou tu devrais faire celui-là, parce qu'en fait, on se pose même pas cette question quand on est petit. Et je trouve ça super dommage. D'ailleurs, tu vois, l'école, c'est censé t'aider à trouver ce que tu aimes, justement. Et par exemple, on avait managé une influenceuse, comme on les appelle à l'époque de Thriller, là, quand je faisais ça, c'était un réseau social. Et en fait, elle a explosé, explosé. Elle est passée de 20 000 abonnés à 1 million, 11 millions, pardon, 11 millions. Ah oui. Euh, et en fait, un truc incroyable. Et en fait, elle n'avait pas passé son bac. Et sa mère disait, non, non, tu t'occuperas de ce truc quand tu auras ton bac, c'est important. Et ça m'avait fait me poser beaucoup de questions parce qu'à la fois, j'avais beaucoup d'empathie pour sa mère que je comprenais. J'avais envie, enfin, tu vois, elle voulait protéger sa fille. Et en même temps, je me disais, mais elle a trouvé ce qu'elle est, mais ça marche. Donc, est-ce que l'école est encore utile, quoi? Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est très important qu'on ait justement le plus possible la chance de se poser la question de ce qu'on aime et de faire des essais pendant nos études, parce que parfois les études ne fonctionnent pas aussi bien qu'elles devraient et ne nous permettent pas aussi bien qu'elles devraient de trouver ce qu'on aime. Tu vois, tu peux vaguement dire j'aime les maths, donc je vais aller là, mais en fait, on se rend tous compte au bout d'un moment, à 30 piges, enfin, j'ai l'impression que c'est souvent ça, qu'on a suivi une espèce de voie pour cocher toutes les cases de la société, voilà, acheter son appart, faire son petit crédit, avoir son métier, machin. Et en fait, on se réveille, on se dit, mais c'est pas ma vie, moi. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Enfin, oui, d'accord, j'avais une petite compétence un peu plus en maths, j'ai eu 18 au lieu d'avoir 15. Et en fait, ça m'a emmené vers ça. Mais est-ce que c'est ce que j'aime vraiment? Et c'est une vraie question. Comment on sait ce qu'on aime vraiment? Ben, moi, je crois qu'on aime vraiment des choses quand c'est ce qu'on fait, quand on n'a rien d'autre à faire. C'est pour ça que j'aime bien ce hack de dire qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Pas pendant vos 5 premiers jours de vacances où vous êtes tellement épuisé de votre année que vous ne faites rien, mais pendant les jours qui suivent, quand vous êtes en train de vous dire, tiens,
j'ai envie de faire ça ou ce truc-là. Dans quoi vous vous lancez, vers quoi vous allez spontanément. Je crois que c'est un bon moyen de repérer ce qui nous plaît et ce qui pourrait être notre vrai métier, quoi. Puis après, il y a aussi un truc, c'est que on nous a appris à avoir une espèce de stock de connaissances qui nous permet d'avoir un métier pour le reste de notre vie avec l'école. Je crois que c'est absurde et que ça n'a jamais été autant absurde que maintenant. Je pense qu'on évolue, on est des personnes différentes au fur et à mesure de notre vie. Et du coup, on aura des métiers différents au fur et à mesure de notre vie. Et ça, j'adore avec l'entrepreneuriat. Tu montes une première boîte dans un secteur, tu en montes une autre dans un autre. Je trouve ça dingue, tu vois. Après, peut-être que ça ne correspond qu'à moi et à ma personnalité. Et peut-être qu'il y a des gens pour qui ça ne marche pas du tout. Mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Alors, moi, je te rejoins hein, sur le fait qu'aujourd'hui, l'école n'est plus adaptée à la société dans laquelle on vit. Il y a beaucoup trop de compétitivité, il y a beaucoup trop d'élitisme aussi. Hein, on peut dire ce qu'on veut. Et surtout, dans les cases qui ont été cochées par les gens là-haut, je ne sais pas trop ce qu'ils foutent en fait. Hein, ils ont dû dire, ah, les maths, c'est important. Bon, le violon, par contre, on s'en cogne. Mais enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui me choquent personnellement. Et même si il y a plein de bonnes choses et il y a plein de gens très très bien pour transmettre et pour aider les jeunes, bah, il faudrait peut-être revoir un petit peu ça, quoi. Au bout d'un moment, c'est depuis Cro-Magnon, on n'a pas revu le système, quoi. Après, Donc, c'est pas simple. Tu vois, je veux pas acheter la pierre. Moi, j'ai deux parents enseignants. Je vois qu'ils se démènent et vraiment, enfin, tu vois, je sais que c'est dur et aussi, on est arrivé dans un monde très, très complexe. Mais ce que je dis juste, c'est qu'il faut pas fermer les portes et il faut s'autoriser à écouter des trucs qu'on fait en dehors des cases du système, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est souvent là, en fait, qu'on voit ce qu'on aime et qu'on voit qui on est, en fait. je suis complètement d'accord, complètement. Et tu l'as souligné tout à l'heure, et je pense qu'il y a un truc qui est hyper important et qui est faisable aujourd'hui dans le système actuel, c'est au lieu de pointer du doigt dès qu'il y a un truc qui va pas bien ou qui est compliqué pour un gamin, c'est justement de pointer du doigt ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Et lui dire, enfin, voilà, lui dire, ouais, c'est bien, et continue, quel que soit ce truc, que ce soit scolaire ou non scolaire d'ailleurs. Ça change ta vie, hein. Ça change la vie des gens. Enfin, on Bah, attend que, en fait, quand tu es enfant, tu as besoin qu'on te dise putain, je sens que là-dessus, tu peux être bon. Quelqu'un de bienveillant, ça change ta vie, quoi. Vraiment. Enfin, ouais, ouais, c'est, complètement. je pense, ce dont un enfant a le plus besoin, quoi. Et du coup, alors, J'adore qu'on digresse, tu sais, on part de qu'est-ce qu'il était Arthur Pascal, genre là, les systèmes scolaires. non, mais c'est ça. Et du coup, après, il y a des moments où il faut reprendre le Ouais. fil. Du coup, on était en fac de sport parce que tu aimais faire du sport, que ça te permettait aussi de vivre dans la nature, de vivre le sport dans la nature, etc. Donc, tu as fait STAPS. Ah, bah alors, ce serait intéressant parce que moi, quand j'étais conseillère d'orientation au lycée, la plupart des élèves qui voulaient partir en STAPS étaient Ouais. convaincus, ça c'est un grand truc, hein, que le français en STAPS, on s'en fout. Alors déjà, Mhm. j'aimerais faire un point là-dessus parce que je ne suis pas bien sûre que le français soit pas un petit peu important en STAPS. Donc j'aimerais avoir une confirmation ou pas hein, de ta part. Si, si, en fait, enfin, il y a plein de trucs qui sont importants et qu'on sous-estime toujours, mais en fait, ta capacité à communiquer avec les autres, quoi que tu fasses dans la vie, c'est méga important. Donc, le français, c'en est une belle pierre. Enfin, en tout cas, ça fait partie des briques importantes. Après, moi, je pense que tu peux toujours réussir en n'étant pas bon dans un domaine. Tu vois, enfin, tout ce qui compte, c'est que tu sois motivé et que tu aies de la volonté. Après, le français, si tu veux vraiment faire une parenthèse là-dessus, en STAPS, c'est quand même important parce qu'il corrige tes copies et que tu perds des points si tu fais des fautes comme dans toutes les autres disciplines. Donc, si vous êtes jeune et que vous ne savez pas où aller et que vous allez potentiellement vous diriger vers la fac de sport, c'est quand même cool que vous ayez quelques notions en français, oui. C'est sûr et Bon, pas- merci. Non, mais voilà, ok, je suis d'accord. Hein, on peut ne pas être bon dans plein de trucs et réussir parce qu'on aime ce qu'on fait et que c'est pareil, ça fait partie de mes convictions. C'est que quand on aime ce qu'on fait, on y arrive, quoi que ce soit. Oui, Euh, mais quand on y arrive, on aime ce qu'on fait aussi. Tu vois, c'est assez oui, aussi, Non, mais c'est vrai. Et c'est aussi. un vrai... Non, mais c'est un vrai truc parce que si tu... souvent, quand tu découvres quelque chose dans lequel tu es bon, que tu n'avais pas identifié comme quelque chose que tu aimes, tu vas te mettre vite à l'aimer. Ouais. Et du coup, c'est important. Enfin, voilà. Bon, je voulais Ah non, rebondir. mais génial, génial, génial. Surtout que continue quand on avait comme ça, parce que c'est hyper important. Et c'est vrai que j'ai fait cette petite parenthèse parce que c'est une matière qui est très délaissée au lycée par tous ces profils dits scientifiques. Ouais. Et que c'est bien de savoir pourquoi on fait les choses
Et ça, c'est pareil, on leur dit pas, ben voilà, là, aujourd'hui, quand tu vas apprendre ça, ça va te permettre plus tard, ceci, cela, machin. On leur balance des textes, des bouquins absolument horribles à lire. Ouais, On a ouais. 12 dans l'année. Enfin, voilà, c'est à un moment donné, même moi, non. Pourtant, j'adore lire, j'adore la littérature, j'adore plein de choses, mais non, 12 bouquins dans l'année comme ça, de gens que j'aime pas et qui sont morts depuis 8000 ans, ça m'intéresse Ouais. pas. Non, mais c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, ce qui est très difficile pour les enseignants, tu vois, c'est que tu as plein de profils divers et variés. Tu peux pas prendre en compte la singularité parce que ben, tu n'as pas le temps. En fait, il faudrait faire un prof par élève, quoi, tu vois. Et du coup, c'est hyper difficile. Et c'est pour ça que je trouve Internet assez incroyable parce qu'Internet permet à chacun d'aller chercher des infos et des trucs sur ce qui le passionne, sur ce qu'il aime. Encore faut-il qu'on l'utilise pour ça, et c'est encore aussi le souci qu'on peut voir, mais je trouve que Internet a ce truc d'incroyable de permettre d'être un complément de l'école pour trouver ce que tu aimes et d'avoir plein de possibilités de creuser. Bon voilà, c'est encore une fois. Et sur laquelle je suis encore une fois tout à fait d'accord. Cependant, il y a tellement de jeunes qui ne se rendent pas compte de l'importance de chercher, Hmm. qui se laissent vivre en se disant, bon, voilà, on verra. Alors c'est Ouais, cool, hein. Et puis l'erreur, elle est bien en ça que, oui, tu te diriges vers un truc, tu te rends compte que t'aimes pas, c'est cool. Tu sais que tu feras pas ça. ouais, c'est clair, c'est clair. L'échec, c'est super important, mais en fait, ça, c'est un vrai truc que j'observe dans la société de manière générale et que je trouve dommage, c'est que souvent, on pense que, tu vois, enfin, justement, beaucoup de gens vont me dire, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, j'ai eu ça énormément de fois. Plein de gens me disent, ouais, mais toi, tu réussis parce que tu te prends la tête. Et en fait, c'est très triste parce qu'on n'a pas compris que on se prend pas la tête, on est heureux, tu vois, et c'est quand même une grosse différence. Et je pense que on a tellement une approche un peu simpliste de justement des passions ou des choses que les gens peuvent avoir, des choses qui peuvent nous plaire, auxquelles on peut s'accrocher dans la façon dont on les aborde dans l'éducation, justement dans la publicité ou dans l'éducation, que ce soit parentale ou dans la scolarité, que c'est très difficile pour un jeune d'avoir l'impression que c'est plus cool de s'impliquer dans des choses que l'inverse. Et du coup, tu as vraiment tendance à te laisser aller. Mais en fait, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, ça les emmène vers des vies où ils sont pas heureux, quoi. Et ils savent pas pourquoi, en plus. Ils n'arrivent pas à l'analyser. Et c'est super dommage. Je vois plein de gens qui disent, bah, moi, j'ai pas de passion, en fait. Et du coup, ben, je regarde des télé-réalités, des trucs, je me laisse vivre, je me prends pas la tête. Mais en fait, à la longue, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tire vraiment vers un état de toi-même où tu te sens pas utile justement pour la société, pour boucler avec le début. Et du coup, forcément, tu n'es pas très heureux, tu peux vite tomber dans le fait d'être aigri. Et c'est hyper dommage en fait. Et c'est un truc sur lequel, tu vois, j'ai peu eu le temps de réfléchir, donc j'ai pas digéré toutes ces réflexions et c'est difficile de les exprimer dans un échange comme ça. Mais j'ai vraiment un sentiment de déception sur ce truc de comment on pourrait emmener les gens à se rendre compte que en fait, ne pas se prendre la tête, ça peut vite être un vrai souci. Et ce qu'on appelle se prendre la tête, c'est au contraire s'élever et s'apporter plein de choses qui vont être des armes en fait. Enfin, ouais, c'est un discours très large et on est très loin de ce qu'on fait de manière globale avec Time for the Planet, mais je trouve ça quand même hyper intéressant. Et tu vois, c'est un truc que je finis enfin, je commence et j'ai pas fini, pardon, de me poser des questions là-dessus parce que je suis de plus en plus au contact de gens qui me disent ouais mais tu as de la chance ou ouais mais tu vois nous on n'a pas enfin on s'est pas retrouvé dans les situations dans lesquelles tu te retrouves et en fait je me suis rendu compte que tous les entrepreneurs incroyables que je côtoie c'est juste qu'ils sont venus chercher ces trucs là, hein. Les choses arrivent qui que tu sois peu importe elles arriveront si tu vas les chercher quoi. Il n'y a aucune force dans le système qui t'amène la réussite, il n'y a aucune force dans le système, il y a encore la réussite si on appelle ça comme ça, mais il n'y a aucune force dans le système qui te rend heureux. C'est toi et toi seul qui décides de ta vie, de ce que tu vas faire, de où tu vas, de qui tu es. Et en fait, c'est pas un truc qu'on apprend, quoi. On a l'impression que c'est quelque chose qui va se faire par étapes, qu'il faut franchir certains trucs, certains codes, qu'il faut suivre le schéma pour atteindre ces choses-là. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est toi tout seul qui dois trouver ce truc. Et du coup, ça nécessite pas de se prendre la tête, mais de se confronter un peu et aussi d'avoir une vision de l'échec qui est positive. Parce que quand tu te confrontes, ben oui, tu es en échec, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que l'échec, c'est hyper valorisable puisque ça te permet de trouver plus facilement ce que tu aimes derrière. Et comme depuis la première seconde de notre existence, on nous dit ben, l'échec, rien que dans la sémantique, ça a l'air d'être un truc horrible et affreux, tu vois, il faut surtout pas y aller. Et ben, on a peur, on est crispé et on fait tout pour ne pas prendre de risques et ne pas se retrouver en face de ces échecs. Et du coup, bah, on n'avance pas. Et en fait, la chance, finalement, je crois que c'est juste le fait d'avoir essayé plein de trucs
Et en fait, c'est pas de la chance, c'est juste qu'il y a un 10 comme d'hab. Et donc, il faut aller le chercher, ce truc-là. Il y a des mecs qui tombent assez facilement dessus. Ils ont testé 2 trucs et ils en trouvent un qui marche. Il y en a qui doivent en tester 9. Et je suis plutôt de ce genre-là pour trouver celui qui marche. Mais du coup, c'est pas de la chance. C'est juste de l'essai-erreur, quoi. Donc, la chance, pour moi, n'existe pas vraiment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, quand tu as envie de faire quelque chose, déjà, c'est parce que c'est quelque chose qui, à la base, te plaît, te parle, tu sais pourquoi tu as envie de le faire, que ce soit le pourquoi en un mot ou le pourquoi en 2 mots. Et du coup, bah, c'est pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même si c'est difficile, c'est facile parce que ça te plaît, parce que tu sais pourquoi. Et puis, bah, si tu te plantes, tu peux reprendre pourquoi je me suis plantée et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et puis, ça peut t'amener effectivement à d'autres idées, etc., etc., quoi. Ouais, c'est vachement bien aussi de relativiser, tu vois. Enfin, ça s'apprend à relativiser. Je crois qu'on devrait l'apprendre vite, mais même sur plein de trucs, sur la mort des autres, tu vois, c'est des expériences qu'on va connaître, mais le dérèglement climatique, en fait, on se met dans le déni parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, parce qu'on n'a pas appris à relativiser, à être armé en face de ça. Et forcément, ça fait hyper peur quand tu es à main nue en slip contre Godzilla, tu vois. Mais en fait, à un moment, si on s'armait et si on apprenait à relativiser, et ça se fait crescendo en apprenant à prendre un râteau en essayant de draguer quelqu'un, justement à essayer de se lancer dans un truc qu'on va foirer lamentablement potentiellement, mais c'est pas grave, on essaye. Et en fait, crescendo dans la vie, on est prêt de plus en plus à affronter des échecs qui pourraient de plus en plus être importants. Mais du coup, en face de ça, on a de plus en plus de réussites. Et surtout, le niveau moyen est de plus en plus haut. Ce qui fait que quand on retombe après un échec, on est quand même déjà monté un petit peu. Et ça, c'est hyper, hyper important. Tu vois, c'est un truc genre vraiment apprendre à relativiser, ça devrait être un truc, ça devrait être une matière, quoi. Ouais. Enfin, parce que rien n'est vraiment grave, en fait. Enfin, on va tous mourir un jour, on va voir tous nos proches mourir un jour. Par exemple, rien que ça, tu vois, c'est limite tabou. C'est en mode putain, non, parle pas de ça, c'est triste, quoi. C'est pas du tout triste. C'est au contraire un truc qui nous apprend à mieux apprécier les gens qui sont autour de nous, à prendre plus de temps avec eux, à créer des meilleurs souvenirs, à comprendre que chaque seconde compte. Et en fait, ça devrait être la base, en fait. Mais on n'apprend pas, on met au placard, quoi. Et c'est la même chose avec les échecs dans tous les domaines et dans l'entrepreneuriat plus que jamais, quoi. Et c'est hyper triste, en fait. Enfin, c'est une mauvaise stratégie, je pense. Ok, ok. Euh, Attends, je pars dans tous les sens dans ma tête. Euh, Est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui vont avoir un autre rôle, peut-être pas un rôle plus important, mais que l'écologie va vivre un tournant avec la génération qui est en train d'arriver? Bah ouais, ouais, c'est clair, c'est déjà le cas en fait, mais enfin en fait, tu vois, chaque génération, elle a un peu ses grands combats et elle a aussi sa lecture de la civilisation, de la société. Et elle a une lecture qui est ancrée justement par tous les schémas dont on vient de parler. Donc c'est bien qu'on ait digressé. Et cette lecture-là, elle fait que tu te comportes et que tu acceptes des choses d'une manière plus ou moins, t'es plus ou moins plastique ou tu as plus ou moins une vision du monde. Et en fait, la génération, mais même déjà la mienne, mais les générations en dessous, naissent avec tout de suite le schéma de, ben ouais, faut protéger la nature, on est la nature en fait. Il faut construire un monde vivable, il faut voilà, avoir un rapport avec notre monde parce qu'il est fini, qui soit le plus respectueux possible. Donc toute leur lecture du monde va être en phasée avec les enjeux et fait qu'ils vont forcément s'y impliquer à mort, quoi. Les générations d'avant sont nées dans un monde plus consumériste où on avait d'autres enjeux, tu vois. Enfin, avant, le projet de société, c'était il y a des voitures qui volent dans le ciel et des gratte-ciel, on voit même pas en bas, quoi. Ce projet de société s'est complètement effondré parce qu'il n'a aucun sens. Et aujourd'hui, il y a toute cette génération qui n'a plus vraiment de projet de société, qui se dit, ben, je sais pas, moi, c'est quoi 2050? Dépeins-moi 2050. Ben, je sais rien. Avant 2020, je savais te dire qu'il y avait des voitures qui volent dans le ciel et des gratte-ciel, machin. Mais là, 2050, je ne sais pas. Et en fait, les générations qui naissent maintenant, je pense qu'elles vont avoir ce projet de société et du coup, ça va être beaucoup plus fluide pour elles d'aller vers ça. Nous, c'est difficile parce que justement, on est dans une période de rupture où il n'y a plus de projet de société, quoi. C'est la désillusion en fait, et tant mieux parce que c'était une illusion un peu à chier, quoi. Mais en tout cas, je pense que les jeunes vont être beaucoup plus stables que nous sur ces questions-là, et c'est pour ça que je respecte énormément les gens qui sont plus âgés que moi et qui comprennent les enjeux du dérèglement climatique et qui disent non, non, mais il faut y aller, il faut se bouger le cul en fait, parce qu'ils ont fait une mécanique de plasticité cérébrale qui n'est pas du tout évidente, quoi. Ils ont remis en question tout ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont nés. Alors que les jeunes n'auront pas à faire cette mécanique-là. Donc eux, ils sont by design prêts pour ça, quoi. Ok, ok, ok. Euh, Peut-être que ce sera
utile de le savoir, peut-être pas, mais c'est quoi la première boîte que tu as fait, Ouais. la première communauté que tu as créée? La toute première, c'était un Spotted. C'était un truc américain qui marchait bien où les gens passaient des messages anonymement sur leur campus aux autres. Donc, par exemple, ils disaient, tu vois, c'était un petit poème, souvent des petits poèmes, toi, la fille au manteau rouge à l'abribus, enfin, tu sais, un petit truc un peu romantique. Et en fait, ils envoyaient ça à la page qui republiait en leur nom, mais de manière anonyme, en fait. Et du coup, ça permettait aux gens de se trouver. Enfin, ouais, c'était vraiment sympa. Et en fait, ce truc-là existait dans les campus américains et commençait à arriver en Europe et en France. Et moi, j'avais le spotted de Lyon, Lyon 1, la fac où j'étais. Voilà, c'était ma première communauté et j'ai trouvé ça extrêmement excitant. Je trouvais ça fou, en fait, comme truc, tu vois. Ok. Il y avait 2000 likes, hein, mais j'étais fou, quoi. Mais 2000 likes, c'est génial, j'en rêve. Ah, ouais, ouais, quand tu commences, c'est génial. Après, tu vois, j'ai eu des communautés en millions et en fait, finalement, j'avais les mêmes mécaniques, toi. Tu vois, donc, ouais, c'est vrai, tu as raison, 2000 likes, c'est déjà. Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as raison. Forcément, quand tu arrives à des millions de likes, 2000 likes, c'est rien. Et Non, ouais, mais c'est en fait, il faut pas logique. dire que c'est rien, tu vois, parce que c'est comme les musiciens, quand tu fais un concert devant 50 000 personnes, bah, en fait, même si demain tu refais un concert devant 5, il faut que tu le fasses avec le même show, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je m'en suis voulu d'avoir dit 2000, ouais, c'était pourri. Ouais. Non, en fait, c'était pas pourri, j'ai appris plein de trucs avec ces 2000 mecs. Et puis, c'était 2000 mecs, quoi. Donc, c'est quand même bien. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, après, juste pour voir s'il y a un lien dans ce que tu as fait, le Ouais, blog, c'est toi, hein, évidemment, mais ouais, pas ouais. que ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ben, justement, j'ai eu une autre communauté qui a vraiment cartonné pour le coup, qui s'appelait Nuit sans folie et qui était un peu la version nationale des Spotides parce que je me disais, ben, les Spotides, c'est en train un peu de faner, le truc passé de mode. Et je me disais, comment on peut faire un truc qui rassemble tout le monde autour d'un sujet comme ça, avec cette même logique de je t'envoie un truc anonyme parce que j'en ai un peu honte et tu le partages pour faire rire la communauté ou pour la décomplexer. Et en fait, Nuit sans folie, c'était l'idée que les gens partageraient leurs pires anecdotes sexuelles, parce que souvent c'est super drôle en fait, de manière anonyme, pour qu'on les repartage et que ça décomplexifie, enfin, ça décomplexe, pardon, le sexe qui est très tabou chez les jeunes notamment, tu vois. Et c'était une autre approche du sexe pour le rendre, parce qu'aujourd'hui, l'approche qu'on a du sexe quand on est jeune, c'est le porno, quoi, tu vois. Enfin, c'est le seul endroit où on a un contact avec le sexe. Et du coup, ça a cartonné. Tu vois, il y avait 1,6 million. J'ai revendu cette boîte avec cette communauté, mais il y avait 1,6 million d'abonnés à Nuit sans folie. L'application était première de l'Apple Store quand on l'a sortie. Enfin, vraiment, c'était un beau carton, quoi. Donc ça, c'était la vraie grosse première communauté que j'ai fait. Ok, génial. Et Ouais. du coup, je suis curieuse. On était en 2013 quand Nuit sans folie a vraiment pété, quoi, tu vois. Donc ça commence à dater. Ok, ok, ok. Et donc encore deux, trois autres avant, et on reviendra de toute façon pour Time for the Planet. Je vais y arriver à la Ouais, fin. ouais, pas de souci. Dire d'un coup. Ben, deux, trois autres qui m'ont marqué. Après, si tu veux, ce que j'ai fait après, c'est surtout que je me suis dit, ben, tiens, j'ai réussi à monétiser une communauté avec des applis, avec des sites internet, de la pub. Donc, je vais aller voir d'autres jeunes qui font des communautés comme moi sur les réseaux sociaux. Et je vais leur dire, bah, tu sais quoi, on va monétiser ta communauté, je vais en prendre 50%, puisque pour l'instant, tu gagnes zéro. Et donc, très rapidement, on a enchaîné plein de trucs. J'avais apprécié un truc qui s'appelait Et ça se dit, qui était drôle, voilà, qui faisait des petites blagues. Ça avait bien cartonné à ce moment-là. On a lancé le premier média d'actualité sur le rap en France aussi, qui s'appelle Rap Punchline, avec des mecs qui avaient fait un truc qui s'appelait les meilleurs punchlines du rap français. Donc, on a rebrandé le truc avec une app et tout, qui a gros carton, énorme carton. Enfin, tu vois, c'est 4 millions d'abonnés. C'est vraiment la première communauté rap en France. Enfin, voilà. Et puis après, il y a eu aussi Thriller qui a été un vrai truc hyper intéressant. Donc là, on a carrément lancé un réseau social avec un Américain qui avait. Donc là, il s'est passé pas mal d'années, hein. Un mec qui avait vendu sa boîte 500 millions d'euros ou 300 millions, je ne sais plus, et qui avait racheté un petit réseau social qui s'appelle Thriller et qui voulait le développer et en faire un truc énorme. Et en fait, il est venu me chercher par le biais d'un ami entrepreneur pour qu'on lance l'Europe, parce qu'il cherchait un mec qui connaissait les communautés, les influenceurs, les apps mobiles. Et en fait, on a lancé le truc, on était trois, et à la fin, on était 400, et la boîte, elle vaut 1,5 milliard aujourd'hui, tu vois. Donc, ça a été un truc de ouf, quoi. Ça a été une aventure dingue, quoi. Et ça, j'ai bien kiffé aussi, quoi. Ok, donc en fait, ce qui t'anime, c'est de créer des trucs parce que tu es un créateur, parce que tu as besoin de faire marcher ta matière grise pour mettre à jour des choses et de les partager au plus grand nombre, en tout cas,
des personnes qui vont, ouais, qui vont kiffer forcément le rap pour les trucs de rap, etc. Mais c'est ce partage. En fait, je suis empathique. C'est ma principale caractéristique. Je suis super empathique. J'aime bien l'humanité, quoi, tu vois. Pas forcément les gens au cas par cas dans certains cas, mais en revanche, j'aime l'humanité. Et du coup, je comprends les humains, quoi, tu vois. Et je pense que du coup, ben, quand tu fais des communautés, c'est un truc nécessaire. Et il n'y a pas des hacks pour créer des communautés. Il faut comprendre les gens. Et du coup, ben, j'aime bien mettre ça en place. Et ça me permet autour des sujets, de plein de sujets, de toujours faire la même chose, c'est-à-dire rassembler des gens autour d'un sujet pour faire des trucs, quoi. Que ce soit du média, que ce soit de l'action avec Time for the Planet, du réseau social avec Thriller. Enfin voilà, c'est utiliser cette espèce d'égrégore, tu sais, c'est l'énergie collective qu'on peut avoir autour de quelque chose pour en faire un truc énorme, quoi. Super. Je vais passer à la dernière question. C'est vrai qu'on a digressé, mais c'était génial. Si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours aujourd'hui? Toute ma vie. Non, là, c'est tout ce que tu as vécu, on va dire, entre tes études et ce que tu as fait par la suite. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais exactement la même chose? Est-ce que tu partirais en STAPS? Enfin, ou est-ce que tu changerais des trucs? C'est une question hyper dure en fait, parce que tu peux pas te projeter. Tout ça m'a permis de me rencontrer mes meilleurs potes, tu vois, de devenir qui je suis aussi. Enfin, je suis plutôt heureux de qui je suis aujourd'hui et de mes potes. Je les trouve très cool, même s'ils sont un peu cons des fois, tu vois, mais c'est des super gars. Et du coup, j'espère qu'ils regarderont cette vidéo. Putain, ça me ferait plaisir. Mais du coup, tout ça pour dire que, ouais, je pense que je le referai comme ça, ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas regretté des choix, quoi. Je me suis trompé, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai pas regretté. Donc, tant que j'ai pas de regrets, tu vois, j'ai l'impression que chaque année est meilleure que l'année d'avant. Et je pense que tant que j'ai ça, c'est cool, quoi, tu vois. Je réfléchis souvent, je me dis, est-ce que j'arriverai à être un vieillard satisfait des années qu'il est en train de vivre en se disant, putain, cette année, elle est encore meilleure que l'année d'avant, tu vois. Est-ce que je serais prêt à accepter, par exemple, la mort, la vieillesse, et à le vivre de manière positive et sereine comme je suis en train de le vivre chaque année? Ou est-ce qu'à un moment, comme tu déclines physiquement et tout ça, et ça t'atteint, enfin, moi, mon goal de vie, c'est que ça ne m'atteigne pas, quoi. Je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas de regrets sur les années d'avant, et chaque année m'a permis de vivre ce que j'avais à vivre, et les années que je vis maintenant, elles me permettent de vivre ce que je dois vivre maintenant. Si j'y arrive, j'ai réussi ma vie, tu vois. C'est mon goal. Mm, mm, mm. Il est bien, il est bien, il est bien. Et je pense, alors, à confirmer, parce que c'est le tout début de l'aventure, inspire-moi, mais j'ai l'impression que les gens qui aiment ce qu'ils font, même s'ils ont galéré, même s'ils ont fait des trucs, s'ils ont vécu des échecs, eh ben, ils changent pas. Quand je leur demande si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Ils gardent tout parce que je pense que ça fait partie de la construction, ça fait partie de l'identité qu'on a au jour d'aujourd'hui et qui fait que si on n'avait pas vécu ces galères-là, si on n'avait pas rencontré ces gens-là, etc., ben on ne serait pas cette personne-là. Mais oui, puis tu sais, moi j'aime bien dire un truc j'aime bien dire, souvent on me dit comment je sais quel choix je dois faire, c'est quoi le meilleur choix? En fait, le meilleur choix, c'est celui qu'on choisit de faire, hein. Parce qu'une fois que tu l'as choisi, c'est ton choix. Donc bah, après, c'est le meilleur choix. Et tu vois, je sais pas, il y a plein de mecs qui me disent encore, ah bah non, tu peux te tromper. Non, en fait, si tu as choisi et que tu as choisi que c'était ce choix-là, ton choix, ben, c'est le meilleur choix. Je sais pas comment dire ça, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc que je ressens. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre quand je leur dis ça. Ils me disent, bah non, non, tu peux vraiment t'être trompé. Mais non, en fait, moi je suis convaincu que si tu as choisi un truc, que c'est ton choix, que tu l'as embrassé, que tu l'as pris dans tes bras, tu as dit ce sera mon choix, et que tu regardes pas l'autre truc et c'est fini, tu as pris ton choix, ben, en fait c'est le meilleur choix. Et que c'est ça qui fait que c'est le meilleur choix. C'est pas d'autres paramètres, tu vois, sortis de je sais pas où, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu parce que ce choix-là, c'est celui que tu as senti dans ton corps, dans ta tête, tu sens que c'était une espèce d'instinct qui te disait, bah, c'est celui-là. Peut-être, peut-être, mais en fait, à partir du moment où tu as dit c'est mon choix, et que tu as accepté que c'était ton choix, et que tu as arrêté de regarder à côté en te disant putain, est-ce que c'était vraiment le bon choix, et que tu as arrêté Ouais. de comparer, en fait, ça devient le bon choix instantanément. Mm, mm, mm. Ouais, Ouais. c'est possible. Bon, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que la Ouais. vidéo va être longue, mais en même temps, elle est tellement riche que tous ceux qui regarderont jusqu'au bout ont beaucoup de chance. Ah, merci à toi pour l'invitation et puis pour la discussion. J'aime bien. C'est toujours cool d'avoir des trucs un peu où on sort justement, on parle de trucs random. Moi, j'aime bien. Ça Ça me fait va. plaisir. Écoute.